Et oui, c'est drôle d'affaire, hein, cette maison dans les années 60. C'était donc Zacharie Duréo de la Guégonnière, le propriétaire terrien, qui avait donné ça, parce qu'il n'avait pas de sous. C'était un noble un peu dégénéré, fin de race. Il n'avait pas les moyens de faire arranger la maison, ce qui était très paradoxal dans ma famille. L'avion eu un premier tracteur en 48, l'avion eu une auto dans les années 50, mais n'avait pas l'eau courante. Les chiottes n'avaient pas de salle de bain, bien sûr. Les chiottes étant à 50 mètres dehors. Moi, jusqu'à l'âge de 5 ans, si à l'âge de 3 ans, il y avait eu l'eau courante, mais il n'y avait pas de toilette dedans. Donc, le propriétaire a donné un morceau de terre à mes parents pour que les échanges à peu près baillent. Ce qui fait qu'à la retraite de mon père, les bâtiments agricoles qui sont derrière en bas n'avaient été revendus. Donc, mes parents sont dans ce petit cornion avec la 4 voies d'un côté, espèce de, tu vois, de gros tuyaux de distribution de la côte, la fibre de la migration temporaire, puis de l'autre côté l'autoroute dans le bas, puis la zone commerciale derrière. Espèce de symbole d'un monde paysan fini. Donc la maison est vraiment un résume vraiment tout ça. La fin d'un monde. Moi j'ai l'impression qu'il est à la recherche des racines de Parlange. Ben oui. Parce que lui il a toujours été un peu, peut-être qu'il est un peu breton, parce que les Bretons sont très, avec leur langue, le parler des Bretons mais c'est plus reconnu. Oui, il y a mais des écoles ça vient bien de l'Égaille d'abord aussi. Oui, oui, oui. Puis nous, on croisait toujours patois aussi à la maison. Oui. Hein? Et puis après, même encore. Il a été collecteur, il est rentré à l'Égaille, donc d'Aubigny, je ne sais plus en quelle année. Mais, il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux, mais il aimait bien ça parce qu'ils allaient faire des collectes chez les anciens, ils allaient danser, ils apprenaient. Et puis il faisait des spectacles, il a toujours été, lui, très pour le spectacle. Et nous, quand on allait à l'école, on était punis si on parlait patois. Oui. Mais lui aussi, d'ailleurs. C'est notre première langue, ça, hein, avant le français. Mais c'est bien pour ça que quand on allait à l'école, la maîtresse, elle nous disait... tous les jours de la campagne. On est en France, il faut parler tout le monde pareil. En Bretagne, ils conserveront davantage leur langue que les Vendéens, parce que les Vendéens, maintenant, c'est presque une honte de causer patois. Il y en a qui pensent que s'ils parlent patois, ils s'abaissent. C'est avilisant de revenir en arrière. Faire marche arrière. Hein? Le conteur chantre du patois vendéen se fait marcheur en juillet, d'Aubigny à Pougnérisson. Une envie de confronter la Vendée fantasmée de ses 20 ans avec la réalité d'aujourd'hui. Mais qui est Yannick Jolin, le gars d'une campagne, né à 5 km de la capitale de Vendée? Bon, il y avait un peu de ça. Il sait pas trop ce qu'il va voir. Mais aller voir du monde, aller voir vraiment le saut quantique là, parce que depuis 40 ans, tu te rends compte, le département a changé. Moi aussi, tout bien, tu vois. Donc, est à la fois brutal et totalement stimulant, ça, de tout d'un coup de faire un saut de 40 ans, à la fois de soi-même et du pays où on est né
et qui nous a donné nos bases. Moi, mes bases, ma culture, on se remet pas de son adolescence, de son enfance, quoi. Et vraiment, moi, ma construction politique, culturelle, elle a été faite en allant faire du collectage auprès des anciens, en allant prendre conscience de la culture qui nous avait pas été donnée, de cette culture paysanne qui n'avait pas du tout été prise en compte par le monde officiel, le monde de la prescription, le monde de l'instruction, le monde de l'éducation nationale. Et moi, tout d'un coup, à 16 ans, il découvrait ça, qu'on avait une valeur à trouver dans le monde qui était autour de nous. Donc il s'est allé pendant 10 ans faire ça, du collectage, aller essayer de prendre conscience de mon pays. Et depuis, la vie m'a amené ailleurs, m'a amené à, on peut dire, exploiter ce qu'il y avait appris là. Et là, 40 ans plus tard, quasiment, aller faire un retour à ça, à mes sources à moi, à mes sources du collectage, à mes sources de la rencontre avec le pays, à mes sources de ce qui m'a émancipé, ce qui m'a effernayé, éparé l'esprit. Et forcément, pour moi, il est assez émouvant. Yannick Jolin est un personnage singulier parce qu'il est poète. Il mélange l'art à la vie et la vie à l'art. Ses spectacles sont des tribunes publiques où il parle aux gens et leur dit ce qu'il pense. Il est des personnages parce qu'il est des histoires et cette terre le nourrit. Il est observateur, passeur, conteur et surtout, il est libre. En cet été 2017, à l'aube de ses 60 ans, il décide de partir à pied sur les routes de sa terre natale, à la recherche de son histoire, de notre histoire, de l'identité vendéenne, du parlange. Sans se connaître, nous sommes partis à 4 sur les routes, ne sachant ce qu'on allait y trouver, ni qui nous allions y rencontrer. L'aventure fut courte mais sincère, en voici le récit. Alors on est parti. La première fois que j'ai filmé Yannick, c'était pour son spectacle Menteur. J'y étais allée sans enthousiasme, pensant que les patoisans étaient d'un autre âge, et qu'il en était. J'en suis ressortie séduite. Ce spectacle était magnifique, moderne. Son travail était passionnant. Il était comédien, conteur, chanteur et poète. Et il utilisait sa culture, ma culture, pour partager des histoires. La question que je m'étais posée alors, c'était de savoir pourquoi il n'était pas devenu l'étendard de notre belle Vendée, celle qui met en avant son passé pour applaudir son présent. C'est un peu incongru de penser qu'il y a une charrette de même. Et regarde ça. T'as vu? Ça, on est extraordinaire. La négation totale de la terre à cultiver. On met de l'enrobé pour éviter qu'on pousse un bout du rond. Les artistes ont un pouvoir sur leur territoire. En général, ils ne revendiquent que peu leur implication. Ou alors, pour rendre le territoire vulnérable et sans jouer. Par sa démarche artistique, Yannick révèle l'âme de l'identité vendéenne. Ça aussi est un comble d'avoir nos jours d'espace vert pour entretenir ce qui était nos champs avant. C'est maintenant obligé d'avoir nos gars pour dire tant de la pelouse. Mais dans le temps, il labourait chez terre. Forcément qu'on ne connaît pas l'histoire qui s'est passée avant. On va savoir que chez Terre, là, on a encore 10 ans, 15 ans, étaient nos terres labourées, la terre que moi, il est labouré au bœuf, au tracteur. Et vraiment symbolique, toi, de chez André, qui était l'amenage de mon père, quoi. La ferme qui est dispersée, partie, et surtout réutilisée pour l'économie d'aujourd'hui, quoi. Hein, donc le passage au monde des Indiens agriculteurs, au monde de l'économie, du transport. Et la ferme est vraiment dans l'économie du transport avec l'autoroute devant et puis les 4 voies de l'autre côté. Pas bouger ma gazelle. Oh oh. Donc, symboliquement, cet endroit était parfait, quoi. Ma mère maillère au champ. Ma mère maillère au champ. Sans que le grand valet. La complicité du groupe est évidente et simple. Nous sommes ensemble. Yannick, le cocher Bruno,
Eddie le va-devant photographe et moi, reporter. Nous sommes complices, sachant sans doute la chance que nous avons de réaliser ce lent périple hors du temps. Partout, nous sommes attendus, simplement, mais tout le temps par des gens passionnés. Yannick a le privilège et la volonté d'être disponible. Peut-être que sa venue n'est qu'un prétexte à la rencontre. Il est le lien, la reconnexion. Avec là, pas tout le monde. Comment on va rentrer à la Roche là par des chemins? Oui. Bah oui, ça va Mais pas. tiens, t'as l'habitude, René. Ils risquent pas de rester bordel. Oh non. Avec l'Ève qui a chaud chez jour. Ils borderont pas. Premier échange en pur patois. Ils avons pris le chemin d'au bord. C'est votre première langue alors. Ah oui, patois. ma langue maternelle, paternelle, tout ce qu'on veut, oui. Et vous l'avez gardé peut-être parce que vous êtes parti à Paris. Oui, mais là-bas, je ne l'ai pas parlé du Oui, tout. mais Mais de temps en temps, je plaçais un petit mot comme ça. J'étais avec mon parrain et ma marraine. Et quand je suis revenue là, alors là, mon frère parlait patois avec l'accent, moi, j'aime pas trop bien. Et il parlait très vite, comme moi, je parle trop vite. Mais j'aime le patois, j'aime parler. pour vous, j'aime qu'est-ce écouter. que représente ça, cette langue-là? Parce qu'on pourrait se dire qu'elle était une langue d'au passé. Oui, mais c'est même pas un français déformé, ça n'a rien à voir des fois avec le français. Hein. Parce que moi, je dis, on voit bien que les gens qui ne connaissent pas le patois, ils ne comprennent rien quand on dit quelque chose. Et je m'amuse des fois à le dire, moi. La patronette m'a bas les rideaux, ma dondaine la farce est jouée, ma dondée, bas les rideaux, ma dondaine la farce est jouée, ma dondée. Tu veux qu'on ait les percussions de cheval, on donne le rythme. Olé la patronette pima, olé la patronette pima. Valette, t'en iras pas les rideaux, ma Et où est notre tête qui connaît depuis un moment? Il y a où est dans ces bébés quelqu'un? Mais pas que. Ah mais ça comme fait plaisir de vous voir piloter là, autour d'entre nous. Juste pour parler de ça. De ce chemin qui a commencé. Pour aller juste voir où collègue qui s'aille inné. Marcher juste avec sa langue maternelle, une langue maternelle. Vous savez, on a une chose qui est extraordinaire quand on travaille sur les langues, et qu'un jour, on vous raconte une chose qui tout d'un coup vous colle au plafond. Vous ne saviez pas, moi je ne savais pas. On me dit un jour, les mots, tu vois, on est comme quand tu regardes la mer. Puis tu vois d'eau, flotture. Comme quand tu vas pêcher les crevettes, hein, ou les crabes. Tu vois, de flotture. Et puis tu vois, les mots le sont avec de petits filaments, très fins. La lance collée jusqu'à de gros penets qui sont pleins de tes émotions les plus profondes. Et le jour où on coupe le lien entre les mots et les émotions profondes, le jour où on empêche quelqu'un qui a eu une langue maternelle de la parler, on coupe au fil et on fait que les mots qu'on dit avant plus le lien avec ses émotions de la dorme, d'eau plus profonde. Moi, j'aime bien ma langue parce qu'elle est une bâtarde. J'aime ma langue parce qu'elle n'est pas pure. Quand on dit « i », on veut dire « je » et « nous ». C'est extraordinaire. Parce qu'on veut dire que c'est l'action que tu fais qui détermine si on est toi ou si on est la communauté qui fait. On est incroyablement beau par rapport au « je » et au « nous ». I, juste une verticalité. Juste « je suis », « il c'est », là. Ils sont là. On est formidablement ça. On est juste une espèce d'arbre cosmique comme ça, qui part de la terre et qui monte au ciel et qui fait ma, on est i. Alors là est vraiment un endroit aussi symbolique parce que entre la maison de l'agriculture et puis la maison de quartier sur la même pièce, vraiment comme s'il était le symbole du passage pour moi de l'agriculture à la culture, tu vois. En même temps, il y a pourtant l'impression d'avoir pris la suite de mon père, parce que à la maison de l'agriculture aujourd'hui, est-ce qu'on reste encore de paysans? Au Métavie, qu'on leur reste un peu moins qu'avant. Et pourtant, moi, il y a l'impression d'être un paysan dans l'âme, c'est-à-dire de quelqu'un qui a un sens du rapport à la terre, au monde qui m'entoure, à être dans une globalité.
Il cultive ma terre, il cultive une manière d'être aussi. Et ça, peut-être aussi qu'il cherche moi là-dedans. Une manière d'être au monde. Au monde les demande de l'emmener, de le porter. Il ne peut plus marcher. Alors le prend sur ses épaules. Et puis que le marche peut coller lourd, à cache. En un moment, le storm. Il est qu'elle n'est pas un monde, qu'elle est un monstre. Elle est en train de le tuer. Du côté de ma mère, mon grand-père parlait patois. Mais en fait, moi, j'ai toujours pensé et considéré que c'était ingrat de parler patois. Parce que l'image, en fait, qui était véhiculée, c'est que parler patois, c'était être un sous-homme ou un rien. Quelqu'un qui n'avait pas eu accès à la culture. C'était vraiment l'image, en fait, que j'avais de mon grand-père. Qui était un homme frustre, Ouais, un homme frustre, le quart-monde, la misère, rien, pas grand-chose. Ma mère, elle a 10 frères et sœurs, et c'était dur, sans doute, mais à la fois, pour moi, j'étais convaincue que le patois, c'était pas une langue, que c'était en fait un langage qui avait été inventé pour ceux qui n'avaient pas accès au français. Si on veut garder l'historique d'un pays, on garde la patois. Mais aujourd'hui, après, il y a comme le journal, lui, il construit du patois, lui, à sa façon. Nous, le patois, chez nous, la génération d'après nous, je pense qu'ils l'oublient. Ou du moins, ils font pas pareil. De plus en plus, les gens parlent bien. Et puis, nous, on n'a pas su parler bien quand on était jeunes, parce que nos parents ne parlaient pas bien. Et puis, on l'a cultivé, ça. Et puis maintenant, on fait avec. La génération d'après nous a pas vu. Mon surnom en 76 était Oberlin. Parce qu'il y en a un tubi d'Oberlin. 67 était bon aussi. Ah ben bon Dieu. Mais là, je l'ai à 100%. De l'Oberlin à midi, alors là, tu vois. Et de 2015. À la frère. C'est un bel facteur sur le vélo, ça. Allez, route. Bon voyage, les gars. Plus il me semblait que je mourrais sous le poids de la bête. Plus je marchais, plus il me semblait. Dans la journée dîner, ils vont rencontrer d'abord Robert, à la sortie de Château Fromage quand même. Belle rencontre, ouais, c'était un beau moment à boire de l'Oberlin, à parler de la paysannerie aussi, à parler de paysans, tu vois. Et, avec son fils, avec ses 75 hectares. Ça a été un beau moment, une belle rencontre. Manger en plus dans sa grange qui ne sert plus à rien, qui est même plus une grange de monde, qui est devenue une grange de. Ouais, juste pour les acris, pour le drigaille. Il ne sert plus à rien. Et puis ces belles bêtes, ces partenaises. Tout un symbole, nous qui partons à Pougne, en Gâtine, patrie de la partenaise, ils mangeons chez un gars qui est affide aux partenaises, même président de la partenaise. Puis après, rencontrons aussi, un petit peu plus loin, un autre cas de figure, c'est l'agriculteur en bio, arrivé de Bretagne, avec une idée extrêmement claire de son métier, extrêmement claire d'au bout dur à faire son métier de paysan. Parce que lui, en bio, amoureux du beau, développant le beau, et finalement, se reflétant aussi dans le beau que le produit. Et il pense qu'on a quelque chose de même aussi qui se fait. On se reflète aussi dans l'affaire qu'on fait dans une vie. Et quand ce qu'on fait est absolument épourable, comme ce que le racontait lui dans son travail avec dans nos porcheries industrielles en Bretagne avant de venir là, il pense qu'on se construit aussi avec ce qu'on fabrique, parce qu'elle est une image de nous-mêmes. Ça a été un assez beau moment. Tu sais, on dit que le hasard est la loi qui marche incognito.
Ouais, donc ils pensent que oui. Ils rencontreront sans doute de Chaud Voyage tout un tas d'affaires qui allont être de facettes de Chaud Voyage, qui allont être de morceaux éclatés d'un même voyage. À la fin, on fera sans doute une espèce d'être, tu vois, une espèce de globalité. On ne sait pas pourquoi qu'on se passe là, mais c'est sûr qu'on a une raison. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Comment me fait plaisir de me trouver dans une grange. Un soula de belle bête. Et ça, hein? Avant, les bêtes, d'abord, elles étaient sur les urailles. Au mi-temps, on lavait le foin, puis la paille. Assure, le soula de bête est au mi-temps. Vous savez qu'ils sont partis pour faire une espèce de grande vironnée pour aller traverser un pays qui finalement qui connaît pas. Il a envie de comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Quand il s'est parti loin, en Afrique ou aller voir San Francisco, en allant sur le pouce pour aller voir la Maison Bleue, il avait l'impression que quand il était à côté, sur un baobab, en train d'écrire mon premier rock en patois vendéen, qu'il avait l'impression finalement de voir mon pays de Hao. Il avait l'impression de voir comme s'il était des rails de mon chariot de loin, comme si vous avez vu de Hao, comme s'il avait été capable tout d'un coup de voir ce qu'il avait envie de faire quand il reviendrait. Comme si tout d'un coup, le monde d'Avour qui y était venu, Avour qui avait naissu, avait de la valeur. S'il était resté là, il ne vous aurait pas vu. Il crée qu'il faut toujours partir un petit pour pouvoir se regarder de loin et voir ce qu'on aille. Alors c'est pour ça qu'il recommençait à partir sur les routes, partir à la rencontre de ma langue maternelle. Un plein de pays à identité forte, et on peut dire que la Vendée, Astur, a une identité forte. Elle a eu longtemps une identité qui était un peu rabousinée, elle vivait dans la misère du grand drame de 93, avec une espèce de chose qui était comme ça. Et bien sûr, être vendéen, on peut dire même à Nantes, on peut dire ici vendéen. Vous savez, l'histoire de la langue française est quand même une histoire extraordinaire. On a fallu que, avant le XVIe siècle, on n'avait pas de langue française. On avait l'embryon d'une langue vernaculaire, mais qui ne remplaçait pas le latin. Il n'avait que le latin qui était parlé. C'était la langue de Zélite, la seule langue qui était capable de tout dire. À partir du XVIe, on fait une importation massive de données à partir du grec, pour arriver à faire que le français puisse commencer à dire tout. Et le XVIe siècle, formidable. Rabelais, Dubellay, tout d'un coup, l'importation massive de données. À partir du XVIIe siècle, on a le nettoyage de la langue française avec Malherbe, Richelieu, l'Académie française, on enlève 50 000 mots en français pour arriver à faire que le français, c'est la langue la plus pure, une langue purifiée. Et ça, c'est très important d'avoir une langue purifiée, parce qu'à la fin du XVIIe, était la langue de toutes les cours d'Europe, de toute la diplomatie mondiale. Une langue enviée par tout le monde, parce qu'elle n'avait pas les scories du peuple. D'ailleurs, Rivarol, à la veille de la Révolution française, dit « Le cas du français, en France, les patois sont confinés aux provinces, ce qui les met loin de pouvoir abîmer et souiller la belle langue française. » À la veille de la Révolution française, le roi s'en fiche que le monde parlant le français est réservé à l'élite. Il n'y a que 2 millions de Français qui parlent la langue. Et pourtant, elle va devenir la langue de révolutionnaire. Cette langue d'aristocratie, par une espèce de chose extraordinaire, devient la langue majeure de la Révolution pour arriver à éduquer le peuple à la philosophie des Lumières. C'est quand même un drôle de truc. Et quand le peuple français va commencer à parler français, c'est-à-dire après 14-18, quoi, grosso modo, on l'a mis du temps quand même après à se mettre, eh bien, la langue française est dépassée par l'anglais pour devenir la langue mondiale. On est quand même ballot. Tu l'as toujours parlé ou tu t'y intéressais plus tard en fait C'est ma langue vraiment maternelle. Ouais, d'accord, donc c'est sans départ. Et est-ce que tu apprends encore? Ah oui. Ah ouais. Oui, parce que je la pratique pas au quotidien. Oui, moi, c'est j'habite ça, en ville, oui. loin, pas en Vendée, donc je parle avec mes parents, tu vois, Oui. dès qu'on est au téléphone. Et quand je vous parlais de même avec mes parents. Quoi. C'est un Vendéen expatrié. Ouais. Oui. Mais c'est souvent de l'extérieur que tu. C'est quand on l'a quitté. Tu prends, Oui. et tu prends plus. Partout où je suis allé dans le monde, je veux dire, même à Vancouver, il me suis retrouvé avec d'autres mondes qui, justement parce qu'ils étaient partis, là, ils ont conservé ça comme étant. Comme t'amènes ton jardin secret. Ouais, c'est ça. T'amènes les gens qui amènent nos plantes, mais l'amenant nos mots, quoi. Ouais. Et ils trouvent que c'est une manière de se dire, ouais, ils emmènent quelque chose qui décrivait un monde différent des autres. Ouais. Ils trouvent ça est une beauté incroyable. Ouais. Et ça, les gens qui vivant là,
avons tellement été conditionnés dans l'idée qu'elle était quelque chose de honteux, d'arriéré, etc., qui est vachement difficile. Vachement. Et d'inverser ça est dur et on va pas y arriver à l'inverser. Donc on arrivera peut-être à sauver un peu de mots, un peu de vocabulaire. Mais le problème c'est qu'on, tu vois, quand tu as les patoisans classiques, le faisant une allure de patoisan. Ah, jeudi matin, bonheur retrouvé, se retrouver juste Gazelle, Ocarina, Bruno et moi. Henri-Pierre nous a accompagnés un moment. Et là, ça y est, on se retrouve pour la première fois tous les deux. Là, je voyais un troupeau de limousines, un soulade bête, en train de me cavaler dans un champ. Il me disait qu'il faisait ça pour ça. Exactement pour ça, pour voir juste nos bêtes cavaler dans un champ. Et il me rappelle à quel point il était triste, en habitant dans le Vaucluse, de pouvoir ça. De voir nos bêtes qui cavalent dans un champ. Et on me rappelle en plus la discussion avec Tanguy, le paysan bio des sources de Lyon. Il dit à quel point le fait de lutter contre les animaux, la viande animale mangée par les humains, à quel point c'était aussi mortifère pour forcément le paysage. C'est la présence d'autres animaux dans le paysage qui détermine le paysage. À quel point si on luttait contre ça, on allait sans doute, évidemment, s'attendre à voir, parce que si tu es obligé de multiplier les cultures, en plus de ça, il va falloir s'attaquer à la défense de la diversité. On peut être contre à un moment, mais il faut être aussi pour nos affaires. Hier, tu étais avec ton neveu est monté celui-là, mais puis à un moment donné, il lui parle un peu en patois, tout ça. Et à un moment donné, ton neveu me dit mais qu'est-ce que tu dis? Je dis que je parle en patois. Ah bon? C'est quoi ça? Et je te pose la question après, mais ta belle-mère, sa grand-mère, elle connaît pas le patois. Et tu me dis, bien sûr que si. Et tu me dis une autre chose qui m'a beaucoup troublé. Tu me dis, oui, mais devant lui, elle fait attention. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Eh bien, écoute, ça, c'est les parents vis-à-vis de leurs enfants. Ils vont faire attention à... Ça fait partie de la bonne éducation pour eux que de parler français. Surtout pas parler patois, parce que c'est mal vu, on est peut-être... c'est l'image de l'agriculteur, du paysan, qui est renforcée quand on parle patois. Donc faut paraître moderne, faut passer ce cap. Entre eux, les anciens, ils vont parler patois. Ça, pas de problème. Mais avec les jeunes, avec d'autres générations, ils vont faire attention. L'image qu'on donne, elle doit être une image moderne. Il faut pas utiliser ce langage-là. Alors, c'est considéré comme finalement un truc vraiment d'arriéré, quoi. Voilà. Ce serait donc toxique pour le développement intellectuel, mental de l'enfant, de lui dire les mots qui ont poussé sur cette terre pour la décrire dans sa singularité, pour parler de la qualité de la pluie qui tombe, du vent qui buffe, des plantes, de leur usage, de leur nom, la manière qu'ont les humains ici de se comporter les uns avec les autres. Ce serait donc toxique de lui dire les mots que ses ancêtres ont prononcés avant lui. Il en a fallu des pesticides de la pensée pour en arriver là. Des perturbateurs émotionnels pour faire qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de causes extérieures. Les derniers à parler la langue sur le territoire sont les pires ennemis persuadés que c'est l'arrière-monde de continuer cela. Bourdieu écrit « Les linguistes ont raison de penser que toutes les langues se valent, ils auraient tort de penser qu'elles se valent toutes socialement. Une langue est d'abord un outil de domination. » Ce matin, j'ai fait un bout de chemin avec Yannick et puis
l'équipe. C'est une sacrée belle aventure. L'idée aussi d'aller au contact des gens, chercher cette matière aussi, ce patois, l'entendre. Moi j'aime beaucoup, c'est une démarche qui me plaît beaucoup. C'est aussi de ça qu'on bâtit les histoires, cette matière vivante, cette matière orale qu'il faut aller chercher. Moi j'ai le sentiment que quand le milieu du spectacle s'intéresse au patois, c'est souvent pour le caricaturer ou on le limite souvent au monde des histoires grivoises et que du coup je trouve qu'on passe à côté d'une dimension très poétique, ne serait-ce qu'au niveau des sons, des images aussi que ça procure, certains mots. Et le fait d'aller chercher les histoires, d'aller rencontrer les gens aussi simplement, il y a une démarche très très humaine et c'est bien de ça dont on remplit les histoires et c'est pour ça aussi que je m'y retrouve beaucoup dans cette démarche, elle est très séduisante. Mes parents parlaient pas patois, mes grands-parents parlaient patois, mais bizarrement, quand ils s'adressaient aux petits-enfants, ma mamie elle veillait toujours à faire des phrases le plus correctes possible, comme si elle s'efforçait d'effacer le patois. Moi je le comprends, j'ai des voisins qui le parlent et quand ma fille elle les entend, elle me dit mais ils sont de Marseille. Donc là, tu vois, ils nous sont arrêtés au village d'Oga. Avec de magnifiques, forcément, de magnifiques granges à 2 pans. Très traditionnel. Quand tu vois là, puis que tu vois cette espèce de maison là-bas, avec ces tuiles noires, et ça, tu ne verrais jamais dans un village breton, tu ne verrais jamais dans un village basque. C'est-à-dire que le paysage et l'harmonie de maison n'a quelque chose qui fait partie du patrimoine, de quelque chose d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'un savoir-vivre les uns côté des autres dans nos maisons où on respecte un certain nombre de règles communes qui faisant partie d'un héritage commun. En Vendée, ça, on n'existe pas. Comme n'a pas eu de prescripteur pour dire que bien un ensemble, par exemple, de granges comme on a derrière là, eh ben, on peut avoir de la valeur. Personne nous a dit. Et alors, en Vendée, nous avons eu un besoin énorme tout à coup d'être des gens modernes. Et ça, cette modernité d'après la guerre, hein, avec la vente massive des meubles en bois, par exemple aux antiquaires pour acheter du formica. Toutes les maisons, on n'a pas une famille de paysans, ou qu'on n'a pas existé cette histoire-là. On n'a pas une famille de paysans, on n'a pas eu une envie d'avoir une maison moderne, hein, où tu fais en plus ta maison moderne, mais comme tu n'as plus de chouillarde, eh ben, tu fais ta cuisine, souvent dans le garage. C'est quand je parlais au niveau de la langue des théories de Frantz Fanon, qui parlait du colonialisme en disant quand un peuple est colonisé et qu'il commence pour ne pas trop souffrir de cette domination, ben, c'est un sentiment qu'on trouve dans toutes les civilisations du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il élimine sa langue et aussi tout ce qui caractérise sa propre culture pour prendre les atours de l'envahisseur, du dominant. Donc là, la culture dominante étant celle d'une modernité, la modernité dominante, la modernité économique, on prend forcément la langue, mais aussi les pavillons, mais aussi les meubles du formica de l'après-guerre, etc. Il y avait tout ça. Aujourd'hui, on pourrait dire que regarde l'attrait pour la technologie moderne dans les peuples tout à fait, dans les yourtes mongols, tout le monde est connecté. Bon, c'est aussi ça. Mais voilà, ça fait partie des mécanismes quand quelqu'un n'a pas conscience de sa singularité, de son identité profonde. Alors, c'est ça, c'est bien la question, c'est de se dire, il y a une Vendée qui est beaucoup plus fière qu'avant de se dire vendéenne, qui dit, oh, oui, c'est vrai, et il y a une conscience d'être vendéen qui est énorme par rapport à ce qu'elle a pu être. Alors qui, en plus, elle était sans doute sous-jacente, sans doute rapport à ce qui s'est passé en 93, bien évidemment, que là, il y a eu un fait marquant, quelque chose qui s'est marqué au fer rouge et qui a été révélé sans doute par des événements comme le Puy du Fou, les réussites industrielles, économiques, les événements comme le Vendée Globe. Et en même temps, c'est arrivé très rapidement et il n'y a pas eu quelque chose de... Alors, est-ce qu'on peut...
la culture d'un peuple, c'est aussi la culture de tous les habitants d'un peuple. C'est tout d'un coup, c'est un peuple. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que les bâtiments ici, il y avait une harmonie des bâtiments? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont habitués à faire les uns avec les autres? Ils ont tous fait de cette manière-là et que ça s'est transmis et qu'il y a tout d'un coup des gens qui ont réalisé le paysage de cette façon-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ce pays-là, on a mangé de cette manière-là collectivement? On a fait des choses différentes d'ailleurs. On a parlé différemment d'ailleurs. Là, il y a un truc qui était collectivement intéressant, parce que si ça s'est fait là et pas ailleurs, c'est bien parce que ça correspondait à une singularité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire, au-delà des hardes d'une identité apparente, quoi, de ce qu'on brandit pour, d'un espèce de costume folklorique qui pourrait nous servir d'identité. Pour moi, un humain, c'est comme... voilà, c'est ce qui me plaît dans la langue aussi, c'est que tout d'un coup, ma langue, justement, comme c'est une langue bâtarde, comme c'est une langue pas finie, comme c'est une langue qui ressemble à des jardins de pépé, où tu as des espèces qui n'avont pas été, bien travaillées, bien croisées, bien hybridées, qui sont restées à un état relativement sauvage, et un jardin qui n'est pas totalement rentable, mais ces espèces-là, cette qualité-là, eh bien, elle n'existe que là, quasiment. Et moi, il y a deux questions, sur cette chose-là qui me semble essentielle, c'est la conscience de soi. Moi, je trouve que justement, un peuple qui grandit est un peuple qui a plus conscience de soi et qui s'émancipe donc davantage collectivement. Et ça, je ne suis pas sûr, tu vois. Alors, on a une réussite économique vendéenne qui est absolument hallucinante et qui est encore pas très connue à l'extérieur. On garde encore l'image d'une espèce de Vendée liée à De Villiers et ses excès de langage politique. Même si on reconnaît sa réussite au niveau du Puy du Fou, mais ça un petit peu, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Mais cette réussite, c'est comme si tout d'un coup, les maîtres d'avant, on les avait remplacés par les entrepreneurs d'aujourd'hui. Il y a une même fascination pour les va-devant, quoi. Et la même sous-traitance de soi-même. C'est-à-dire comme si, collectivement, c'est bien qu'on se met en sous-là, puis on suit des gens comme ça, fort, mais on ne se prend pas en charge individuellement. Donc la force collective, peut-être ça, ouais. En réfléchissant tout haut, peut-être ça. La force collective de la Vendée est aussi sa faiblesse individuellement. Individuellement, comme si les gens ne se prenaient pas en charge, donc étaient beaucoup plus soumis aux incidences, aux influences des médias, de l'extérieur, comme si là, il y a une conscience de soi très faible, quoi. Alors que collectivement, je trouve que c'est encore un département très fort. Moi si j'étais de bois, je serais de ce bois qui fait les goélettes. Et je giflerais l'eau. Et puis qui sait, moi, pour dire, faire des diagnostics sur la Vendée. Après, c'est ça, c'est surtout ça qui m'intéressait de toute façon dans cette berlandinerie là. On a rencontré quand même des gens exceptionnels tout du long déjà. De toute façon, partout où on va, tu sais, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on emmène sa misère avec soi. Et une histoire comme ça qui est racontée où il y a un type qui arrive à un croisement, puis il voit un homme, puis il lui dit « Ah, le clocher qu'on voit là-bas, comment ils sont les gens ?» Ah, il dit, le pépé qui est là au coin du chemin, il dit « Mais comment ils étaient d'où tu viens, toi ?»« Ah, c'était hargneux, ils étaient méchants, ils étaient jaloux, c'est saligots. » Alors passe ton chemin, tu verras ici, ils sont pareils. Et après vient un homme qui arrive et qui dit « Ah, il y a un clocher de village là. Alors, peut-être y aller, moi. Les gens, ils sont comment là ?» Il pose la même question. Il dit « Ah oui, chez moi, bon, c'était un endroit formidable, des gens extraordinaires, avec, il y avait de l'amour, il y avait de l'amitié, j'avais d'autres choses, mais c'était bien. Bah allez, rentre, tu seras chez toi ici. »
C'est ça, c'est la même histoire. On traîne ce qu'on est avec soi. T'as beau changer de monde avec qui que tu vives, quand tu changes de femme, à chaque coup tu refais la même bêtise de toute façon. J'étais un volcan, je ferais un boucan tel que des antipodes. Hein? Quelques siècles après, encore on parlerait de terreur et d'exode. Moi si j'étais le feu, j'aurais pour qui le veut de profondes caresses. Et pour qui ne veut pas, je frierais un trépas de lumière et d'ivresse. Vivre, 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 Ah, vivre, vivre. le trésor est là. Ça est la plus belle eau dure du monde. Ça, tu vois, un pilote biais, tu vois, l'eau dure de ça, l'eau dure d'eau métive, l'eau dure d'eau biais. Mais ça, tu vois, le ravissement, Nos recherches toujours une forme d'amour. ça est extraordinaire. Nous délivre. Youhou! N'être filles ou garçons, nous avons nos chansons, alors servons-nous d'elles. Putain, tu ne peux pas t'imaginer dans quel état qu'on peut me mettre ça. Pour mélanger nos voix à tout ce que l'on croit être ce qu'on appelle. Vivre, 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 vivre. Ah bah oui, des mots. Il y en a qui en ont. Et il y a plein d'exemples comme ça, c'est vachement intéressant. Ah putain, elles sont avec les veuses là-bas. C'est formidable d'avoir un comité d'accueil de même. Hein? Extra. On va bailler, on va bailler. Oh là là, oh là là. Non, comment tu sais? Tu as vu? Je sais, monsieur. Je sais vu la télé tantôt. Oui, l'avant il n'avait pas bien dormi. Donc j'étais en retard un petit. T'as vu comme elle est bien ça? Le patois a été abandonné et parce que c'était pas forcément bien et noble de parler patois, mais inversement mon grand-père en rigolait dans le sens où une fois il a vu la visite d'un commercial et il lui a dit acide d'un. Le commercial lui répond non désolé, je ne bois pas de cidre. Mon grand-père dit, cette histoire, je l'ai entendue mais 1000 fois dans ma vie parce que ces commerciaux, ils comprennent rien. Bon, attends, il va attendre que les gens montent pour trinquer, puis il va pas pouvoir toucher. Tout le monde boué dans le même verre, comment que je passe? Non. Bonjour les mondes, qui dit chez qui saille. Yannick Jolin, né su et affié en parlange, en érucé de paysan. Pendant 2 ans là, il parlait rien de même. Et quand il devait dire un artiste, un caroulé, il décidait d'osmoncer tout ce qu'il ferait avec chaud parlange. Il est tout de suite sauté qu'à cause de dessus. Il irait jamais aussi haut que les autres personnages artistes d'au même sous l'acma. Mesdames et messieurs, laissez-moi me présenter. Yannick Jolin, né et élevé en patois, en dialecte de culture paysanne. Pendant des années, ce fut mon unique langage. Et quand je devins un artiste, un performeur, j'ai voulu ensemencer chacune de mes créations avec ma langue. À cause de cela, j'ai tout de suite su que je ne pourrais jamais dépasser
un certain niveau de reconnaissance dans mon milieu artistique. On ne se remet jamais du pays de l'enfance, de la vacance du temps. On ne se remet jamais du pays de l'enfance. Derrière la transmission de la langue, il y a aussi la malice d'une langue. Il y a aussi la malice d'un pays. Et il y a la manière de décrire le monde. Donc les mots, regarde. Qu'est-ce que tu crois qui a été transmis au niveau de la nature, par exemple? Par des gens à qui on a empêché de dire une langue, on a passé à des mots de français. Et les mots de français sont pour décrire, c'est une surface, mais il n'y a plus rien derrière. Donc ça veut dire que vraiment la manière de s'inscrire dans un monde, de s'inscrire dans un territoire, d'utiliser effectivement les plantes, d'utiliser le monde qui t'entoure et de décrire le monde qui t'entoure, t'as plus les outils. T'as plus les outils. T'as des outils pour parler. Alors après, nous on fait partie d'une génération où le français est devenu vraiment notre langue naturelle, enfin la langue de la pensée. Mais on voit bien qu'il est une langue pour moi, qui est une langue de la pensée. Quand au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose qui se passe quand il parle Malan ou mon parlant Jamar. Il se passe une autre affaire. Et c'est surtout ça, c'est que souvent on pense que la langue, elle est c'est juste une manière de s'exprimer. Mais non, elle est liée aussi à des savoir-faire qui n'ont plus été transmis. La honte qui est hormonée sur l'identité vendéenne ne génère pas d'envie des jeunes de développer, de promouvoir leur identité. Mais non, puis après, tu as le sacré folklorisme, quoi, que tu peux pas jouer tel instrument de musique si t'es pas habillé comme ça. Puis... Demain, il y a un spectacle à faire. Il n'y a pas commencé à y travailler encore. Mais tu le fais avec le groupe musique avec Maya. Les deux? Il y aura musique et conte? Il y aura Maya qui va faire une demi-heure, moi qui ferai une demi-heure, et puis ils feront un truc ensemble. Il y a vraiment de travail. Alors Maya, rappelle-moi ce qu'elle fait. C'est la fille de Pierre, oui, ça j'ai... Et elle fait plutôt de l'électro-japonais. Ah oui, oh là là. Donc tu vas... Ah oui, ça va être, je sais pas ce qu'elle va faire demain, chose, parce qu'ils ne sont pas l'ensemble complet, donc... Mais c'est bien ce qu'elle fait, j'adore. Ma grand-mère me demandait souvent d'aller enlever les arentelles sur le plafond. Et je trouvais ça tellement joli parce que pour moi, ça m'invitait au voyage. J'allais enlever les dentelles. Enfant, les arentelles pour moi c'était des dentelles. Et j'allais enlever les dentelles de la maison. Donc pour moi, je faisais quelque chose de beau. Je ne faisais pas du ménage. Je n'étais pas en train d'enlever les toiles d'araignée qui sont au niveau français beaucoup moins jolies, moins beaux que les arentelles qui m'emmenaient en voyage lorsque j'étais petite. Là, je découvrais. C'était tout un monde.
Tu peux le connaître, lui, sans doute. C'est un bonhomme, celui-là. On n'a pas choisi le pire endroit. C'est improbable, quand même, des bistrots de même. Ah oui, c'est improbable. Mais de toute façon, tout l'Est de la Vendée est très rock'n'roll. C'est ça qui est incroyable. Mais oui, les personnages. Il y a des trucs. On a passé de l'autre côté du miroir. Ça y est, on attaque la falaise. Il nous a pas demandé si on voulait boire un truc. Non, par contre, ça le souci pas de moi, n'intéresse pas tellement. Jolin 2. Jolin 2. Ça le fait Écoute, je crois que ça a fait. C'était secret, hein. On ne pas le dire. Ben non, on n'avait pas le droit, sans doute. On n'avait pas le droit. Ah, vous avez fait combien de kilomètres depuis votre départ? Parce que... T'as les cheveux copains? T'as les cheveux coupés cette année. Putain, Sarrazin! Madame Bonjour. Non, on a un moment qui t'avait pas vu, ma petit gars. Hein? Sarrazin, mais parce qu'il est vu d'une piancarte que t'étais là, il dit il faut qu'il va à la Morviane Mouchelnaï chercher sur la poêle de la farine. Hein? Comment vas-tu, mon petit Yannick? On va pas si bien. Hein? Tu te penses bête? Mais t'habites où, toi, là? Mais il habite chez nous. On a une semaine où quasiment, ils ont commencé lundi, là, une espèce de traversée de la Vendée jusqu'à Pougne. Une occasion finalement très égoïste, moi, de recoller un peu avec moi. Hein. D'aller me promener comme ça sur les chemins d'un endroit qui m'importe particulièrement, c'est-à-dire la Vendée. Vendée, puis Hauts-de-Sèvres, parce que malgré tout, Pougne a été extrêmement important dans mon histoire. Et l'envie surtout d'aller voir ce qui se passait, d'aller voir, me dire, finalement, Chopin, il ne connaît pas, il ne connaît plus. Tu vois, pendant 10 ans, il a fait de collecte d'histoire chez les vieux, mais après, je me suis fabriqué ma propre idée d'une Vendée peut-être trop magnifié, peut-être trop... où je me suis dit qu'il y avait cette singularité de la Vendée qu'on allait voir quand on allait collecter. Si vous vous rappelez l'histoire, quand nous on a commencé, il faut juste pour redire, c'est que le mouvement du PCP où il était, moi, était André Paché qui avait lancé en revenant de la guerre d'Algérie. Où là-bas on lui faisait collecter les chants de femmes kabyles. Et il est revenu en disant, on me fait collecter ça pour justifier notre présence là-bas. Tu vois, pour donner un espèce de... comme si on était attentionné. Et chez nous, on n'a jamais été capable de le faire. Ça faisait déjà un siècle que l'école de la Troisième République venait en imposant des figures républicaines, en imposant une espèce de culture de masse, une culture nationaliste, donc stable et homogène, comme on pourrait dire au niveau des semences agricoles. Et puis nous, on n'est pas capable d'aller voir chez nous la richesse, la ressource propre du territoire. Quand on n'est pas fier de son héritage, on n'est pas aisé, Torjou. On peut faire semblant d'être moderne. On peut cacher pas mal d'affaires, mais on a toujours un moment où on peut à la gaule. Il n'y a pas d'affaires belles dans une langue. Et puis même, de toute façon, une langue, on est comme un jardin. On se cultive. Pour rendre les mots plus beaux, il faut les éclaircir, il faut les biner, il faut les bêcher, il faut les rendre... faut essayer d'en faire quelque chose de bien. La mer arrive au même instant, la mer arrive au même instant. Mais que faites-vous les enfants? Et oh, la 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 de la la de la 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 de la. Il est en train de lui compter les dents, il suis en train de lui compter les dents.
Oh, il y a manquine sur le devant, et oh, la 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 Première question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que depuis le temps maintenant que vous faites un travail de fond comme ça sur votre territoire, vous avez l'impression qu'on a changé un peu des mentalités sur justement la prise de conscience des gens de la valeur, même d'un, tu vois, comme Bébert qui fait chez Penet, est-ce que dans cette transmission de savoir, tout ça, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose sur votre territoire? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être toujours des marginaux, des espèces un pourcentage infime d'une population qui n'a plus rien à foutre? Il y a quand même des choses qui changent. C'est-à-dire que l'action du CPIE, à nous tout seul, on fait rien. Mais l'intuition du CPIE, que les citoyens peuvent s'organiser, que les citoyens peuvent changer des choses, ça c'est super important. Et deuxièmement, je crois que quelque chose qui est très important aussi, c'est que le CPIE a compris depuis longtemps que l'action citoyenne n'est pas suffisante si on ne fait pas un vrai travail de collaboration avec ceux qui décident. Les décideurs aujourd'hui, il y a deux types de décideurs avec lesquels il faut impérativement travailler. C'est les élus, ils ont la légitimité pour agir, donc c'est avec eux qu'il faut travailler. Et puis après, il y a les investisseurs, les entrepreneurs. Ce qui n'a pas changé, c'est que le Vendéen regarde toujours au-dessus de la haie, quoi, en fait. Il regarde son voisin. Et s'il voit que son voisin, ça marche, ce qu'il fait, il a tendance à reproduire ce qui se fait, ce qui marche. Sur Saint-Mémin, s'il y a un tiers de... Ah oui, c'est bien parce que les gens ont regardé au-dessus de la haie. Puis ils se sont dit, bah, putain, mon voisin est pas plus con que moi. Ce et sera lui, il l'a lundi fait. soir, le thème de Et il y a ça aussi qui se fait dans tous les domaines, en fait. Ce qui fait notre attractivité, c'est notre ADN, en fait. Qu'est-ce qui fait notre ADN de Vendéen et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être un territoire... qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et de révéler sur ce territoire. Et pour être attractif, auparavant, c'était que des routes ou la fibre. Et on voit que ça marche pas, en fait. Non. C'est pas avec ça qu'on sera plus attractif que son voisin, parce que de toute façon, de Brest à Bayonne, les zones d'activité, c'est exactement les mêmes. Et il n'y en a pas une qui est spécifique à notre territoire. Donc pour être attractif, c'est ce qu'on vit en ce moment, en fait. C'est notre cadre de vie qui va rendre le territoire attractif et c'est ce qu'on va pouvoir produire ensemble. Et ça, je pense que les entreprises commencent aussi à réfléchir avec ça et se disent que finalement, c'est pas plus couillon qu'autre chose, c'est d'investir dans l'humain sur un territoire. Et aujourd'hui, on est dans des projets d'aménagement du territoire qui, à mon avis, sont dépassés. Qui sont sur des visions d'il y a 20 ans. Et on le voit sur les dernières routes qui se créent, c'est plus du tout une demande. En fait, elles se font sur... c'est des projets d'il y a 30 ans. C'est des projets d'il y a 30 ans qu'on fait parce qu'on a dit à un moment donné qu'on allait les faire. Et on marche. On marche nos vies. On marche. On marche sur les chemins qui nous semblent inconnus. Et puis un jour, au coin, on s'aperçoit qu'on est allé là, où il était inscrit qu'on aille un jour. Parce qu'on a quelque chose à se mettre en paix avec quelque chose de notre passé. Que de toute façon, il faudra s'y coltiner. Que de toute façon, on ne peut pas faire l'économie de se rabibocher avec notre héritage. De se débarrasser de ce qu'on porte sur nos épaules, qui nous a été confié sans notre accord. Et on marche. Et on marche. Et on marche sur nos vies. Et on marche sur nos pères. Et on marche vers des étels. Et on marche vers des voies lactées. Et on marche vers soi. Et on marche, juste pour se retrouver, juste pour aller au cœur de soi. Et on marche, et on marche. Je marchais, puis il me semblait que je mourrais
Sous le poids de la bête, plus je marchais, plus il me semblait que je mourrais sous le poids de la bête. D'être en gestation de moi-même, comme si en marchant là sur les chemins, il allait accoucher quelque chose de moi, pouvoir rentrer dans ma 60e année, de plein pied, comme s'il était, vous voyez, un rituel, passage à un autre âge. Il y a quelque chose de moi qui cherche au travers de toutes ces rencontres et qui assume peut-être sa part plus spirituelle. On voit bien hier au spectacle, en fait ce qui a totalement ramassé les gens, c'est la dernière chanson, on peut appeler ça comme ça, improvisée avec Maya. Plus je marchais, il me semblait que je mourrais sous le poids de la bête. L'histoire de cet héritage qu'on porte et qui parfois à notre insu nous ravage, nous écrase, nous étouffe, nous cache. Et parfois cet héritage, on peut le transformer, le transporter un peu comme le vieux Saint Christophe en enfant de lumière. Ce Jésus qui nous habite finalement. Cet espoir d'un homme meilleur, cet espoir d'une beauté qui serait notre maître intérieur. Là, on est vraiment dans le mélange de chrétiens et de païens, quoi. C'est des fontaines sacrées à mort. C'est beau, hein. On a bu de l'eau bénite, de l'eau sacrée. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a comme vertu. Ils ont demandé de serre. Est-ce qu'elle sert à faire les galettes de la chemie, de la crêperie? Ça, je ne sais pas. Et ça est un outil d'époque, tu vois. Ça, c'est d'époque. C'est un outil totalement d'époque. À la vôtre. Moi, j'ai déjà bu, j'attends les effets. Comment vas-tu? Ça va? Qui comprend pas? Yannick est venu, je m'avais dit surtout, moi il veut un petit comité, juste pour un petit groupe pour parler de ce qui se passe chez vous, quoi. Bon, ben t'es invité chez nous, ils t'accueillons, comme on accueille les gens. On l'a devant même. Oui. Hein? Ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est les évolutions globales de la société. La demande forte de la bio, la demande forte de l'environnement, de nouvelles valeurs autour de l'environnement, mais aussi de valeurs de répartition, je crois. Je crois que le monde industriel, notamment, en partie, a compris qu'on ne pouvait pas continuer à travailler avec les paysans en les saignant comme ils le faisaient. Et il faut répartir... T'as dit ça à Michel-Édouard Leclerc aussi? Non. Mais on en a parlé avec des partenaires locaux qui sont présents. Yves Gonor et puis Laurent Bellion là, qui travaille... Fleury-Michon. Ah, Fleury-Michon. Fleury-Michon. Une entreprise locale. Et donc il y a 3500 personnes. Il y a un vrai partenariat qui est quelque chose d'assez nouveau. Même, pour moi, c'est révolutionnaire, je veux dire le mot, dans le respect qu'il y a entre l'entreprise, les producteurs, et puis même, on sait que Fleury-Michon a une certaine politique d'entreprise qui n'est pas banale, en général, mais là, il y a un acte supplémentaire, il y a un pas supplémentaire qui va jusqu'à la production. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est assez unique, ça, en France. Le lien entre une industrie
et des producteurs locaux d'un bassin, quoi, comme ça. On a eu la chance, une chance extraordinaire quand on a créé le Jardin des Puits. C'est quoi le Jardin des Puits? Qui est un chantier d'insertion basé sur le maraîchage biologique. La chance qu'on a eue, c'est qu'effectivement, au départ, on avait l'envie de créer ce chantier, on n'avait pas le savoir-faire du bio, et on a eu la chance de rencontrer Laurent et Jean-Marie, qui sont rentrés tout de suite dans le comité technique, technologique. Hein. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Il est vrai qu'aujourd'hui, ça interpelle beaucoup de gens, ce qu'on est en train de faire. Ce qui nous paraissait complètement improbable il y a 20 ans est devenu possible. Ça montre d'abord parce qu'on a appris à se connaître. On était, a priori, Yves comme moi, on n'était pas. Moi, je ne pensais pas qu'un jour une relation plutôt amicale, on va dire, soit établie ensemble. On est un gauchiste et un gros industriel. Voilà. mais si. Là, il va peut-être te dire que là, tu mets ça avec sur un jouk, ben, tu te dis où qu'ils vont mettre la charrue. Hein. Un vrai partenariat se construit sur la confiance. Alors la confiance, elle ne se crée pas sur un coup de dé ou pas sur l'hypothétique de savoir qui sera perdant, qui sera gagnant. Et là, il y a une dimension c'est-à-dire de dire, on prend pas les gens pour du diable ou pour, tu vois, et donc il y a du possible quand il y a du pour, quoi. Il y a 2 ans, je suis parti faire le voyage sans doute le plus exotique de ma vie. Je suis parti de la maison de mes parents en Vendée pour aller jusqu'à Plounérisson en Deux-Sèvres. 100 km en ligne droite, 200 km avec les Virquois. Je suis parti avec un âne et un double poney. Un âne, c'est magnifique pour les rencontres. C'est un doudou. Et c'était un moment de ma vie où j'avais envie de tout arrêter. Et j'avais besoin de me rendre compte si ce que je promenais comme sensation de culture n'était pas un fantasme. J'avais besoin de rencontrer des gens. Et sur la route, j'en ai rencontré plein. Vous êtes né dans le coin aussi? Oui, moi je suis sortie de Maison-Blé aussi, mais j'habitais dans le bourg. Ah oui. Mes parents avaient une petite ferme, et puis après, elle était là. Mon mari avait pris tout ça, de sa succession, une petite ferme partout, après qu'il trouvait, oui, de la famille, et puis là, ça grandit, puis voilà. Vous, le patois, vous le parliez de petite? Oh, peut-être, oui, bien, un petit peu. Même, on a tendance à bien pas parler trop France. Mais le patois, oui, j'aime bien quand vous racontez des petites choses. Oui, ce journal, je vous dis, je regarde bien vos articles sur le journal. Hein. Et vous, tous les jours, vous ne parlez pas patois? Moins quand même. Moins. Parce que vous n'avez plus personne avec qui parler? Mais voilà, c'est ça. C'était bien, hein. Oui. C'était bien ça. Le problème d'une langue, sa densité, le mot, le vocabulaire. Parce que là, de génération en génération, on s'en va quand même, parce que les drôles, après, elles s'en vont à l'école, elles ne parlent pas comme ça. Puis même moi, les mots compliqués, il y en a des mots qu'ils n'utilisent pas tout le temps. Il faut trouver le moment pour en faire, donc il faut avoir suffisamment de temps de parole avec le monde. Et ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, vous autres, comme Jean-Pierre Bertrand, on le parle très bien patois, puis d'un coup, pof, le coupe, tout en français. Alors que moi, tout en français, il n'y arrive pas. Oh. Enfin, ou à peine. Et moi, par contre, dès qu'il entend un peu le patois, il va tendre l'oreille, mais plus fort. Parce que... Toi, tu l'as parlé, chez ta famille parlait en Torjou. Donc toi, t'as naissé là-dedans, puis t'es resté dedans. Ouais. Les gars de Saint-André parlaient un peu plus patois, comme était à l'école à Cerizay. Les gars de Saint-André parlaient un peu plus le patois que les autres. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Mais Nado Poche, Nado André, même c'est mieux conservé que d'autres. Puis il va te dire aujourd'hui, moi, je trouve que c'est une richesse. Ouais. Il est comme un trésor, après tout. Faut pas que tout le monde soit pareil. T'en fais une fierté alors qu'elle a été plutôt une honte pour Bédo Monde. Pas une honte, mais tu t'empêchais d'en parler. Tu t'en parlais pas. Parce que. Enfin, oui. Nous y avons rencontré plein de gens qui étaient marqués par la honte, surtout de femmes.
Dans une économie mondiale qui n'aime que la singularité transformable en produits, en chiffre d'affaires, les langues autochtones sont une aberration de l'histoire. Elles échappent à la finance, aux autoroutes de l'information. Peut-être grâce à cela, elles deviendront un jour un lieu de résistance. Près de 7000 langues encore parlées sur la Terre. 7000. Certaines parlées par plus de chercheurs que de locuteurs natifs. Toutes les langues sont belles. Toutes les langues ont leur génie. À chaque fois que je parle une nouvelle langue, à chaque fois je deviens plus un homme, dit un proverbe arménien. Quand on parle une nouvelle langue, c'est comme si on se mettait une passoire à nouilles sur les yeux, avec les trous pas au même endroit. Ça oblige à voir le monde autrement. Charles Quint disait « Je parle allemand avec mes chevaux, avec mes soldats, italien avec les femmes, français avec les amis, espagnol avec Dieu. » Mais la langue maternelle, est la langue des volcans profonds, de l'irrationnel, des chemins fragiles et puissants, du chaos primitif qu'on mettra une vie à tenter d'apaiser. Là, tu vois, donc il botte la chanson, mais alors là pour moi... Il y a du sucre, hein, ceci qui pourrait faire... Ouais, il n'y en a même pas besoin de sucre. Bout. Il faut les aimer, les caillebottes. Isabelle. Moi, je sais que je suis moi, il aime ça. Un petit peu de sucre. Mes parents ne me parlaient pas patois. J'entendais, j'ai même appris du patois en dehors de la Vendée en rejoignant des amis vendéens loin déracinés dans la Drôme là-bas. Pour moi, je lui donnais pas de valeur. Là, ça me pose question, ce spectacle-là me pose question parce qu'effectivement, ça reste mes racines. Et effectivement, je l'entends. Il y a des mots que je comprends. Ma maman, ayant fait un AVC il y a 6 ans, s'est remise à parler patois parce qu'il y a l'aphasie, ce qui fait que le langage est altéré. Il y a les mots qui sortent, mais pas forcément dans le bon ordre. Elle s'est remise à parler patois. Est-ce qu'on s'est dit, oh c'est marrant, elle régresse, l'orthophonisme nous a l'air pas du tout, elle communique. Alors, si vous voulez, il y a l'ambiance. L'idée serait de faire une espèce d'échange là à tous les mondes qui sont là. C'est un Vendéen, pure souche. J'avais essayé de chercher, parce qu'à l'adolescence, il était même traumatisé. Il me sentait handicapé parce qu'il n'y avait pas d'origine autre que vendéenne. Il y a vraiment une très grande différence entre les origines et l'héritage et l'identité. L'identité, c'est quelque chose qui est en perpétuel changement. Oui. C'est qui est en évolution, c'est en construction. L'identité, on change tous. L'identité qu'on a aujourd'hui, elle est liée à plein de choses qui sont les nouveaux appareils qu'on utilise tous, les nouvelles manières de se comporter avec les uns avec les autres. Par contre, on a un héritage, on a des origines. Et c'est vrai que l'origine de cette langue, forcément qu'elle est elle est poitevine. Et depuis 30 ans, il y a l'impression quand même que la Vendée est beaucoup plus fière de s'afficher vendéenne qu'elle était il y a 30 ans. Par rapport à l'identité vendéenne, ce qui est très spécifique, c'est que le département de la Vendée est le seul, à mon sens, qui ait une identité propre et spécifique. Quand tu vas n'importe où, je sais pas, tu vas par exemple dans les Côtes d'Armor, les gens vont se dire breton. Oui. Où tu descends dans le Midi, ils vont se rattacher à l'Occitanie et tout ce que tu veux, mais jamais à un département ou alors à une ville. Un Bordelais va se dire Bordelais. Il n'y a que la Vendée qui a une identité en tant que département. On est né de cette chose incroyable qui s'est passée en 1793, c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut bâtir la Vendée qu'autour de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça sur l'identité vendéenne, mais ça se suit. Est-ce que on peut se faire que la Vendée ne serait née que de ça et de parler que de ça? La Vendée n'est pas que maurassienne, n'est pas que catholique, elle est aussi protestante, elle a eu des conflits très importants et que ça, on ne peut pas l'ignorer. Et je pense qu'après, il y a effectivement la partie économique qui fait que ça nous cache toute cette partie historique et que ça nous cache également une distance en termes politiques. Ce que je ressens, moi, c'est que
à dresser des drapeaux, il y a quelque chose de mortifère. Et que pour moi, je suis fier d'habiter ici, d'habiter au Bruy-Barré, d'habiter à Saint-Pierre-du-Chemin, mais c'est pas parce que c'est que la Vendée, c'est parce que je croise du monde aussi différent qui peuvent être ou vendéens ou autres. Moi, il y a l'impression qu'en Vendée, il y a eu une affaire de la transmission qui ne s'est pas faite, et moi, c'est sûr que c'est à cause de la langue. Quand dans la mesure où on a changé le patois pour le français, la culture qui allait avec les mots ne s'est pas transmise. Voilà, donc premier jour dans les Deux-Sèvres. Ouais, premier jour dans les Deux-Sèvres. Et vrai qu'on nous colle le temps, nous, avec la Vendée de l'autre côté, c'est vrai que on a finalement parlé pas mal de Deux-Sèvres aussi. Et nous disions ça, parce qu'avec les gars forcément de Menon-Blé juste à côté, là, ils disaient en même temps, on ne sait pas ce qui s'y passe. Parce qu'on a une frontière qui est bien plus importante que s'il y avait une vraie frontière. On a une frontière à la fois administrative, à la fois d'information, et puis à la fois symbolique, quoi. Par rapport à la langue, est-ce qu'on fait encore partie de votre... au quotidien, est-ce que vous utilisez le patois? Est-ce que vous utilisez... Ouais, vous utilisez. On n'utilise plus. On écorche des mots encore, parce qu'on a trop parlé le patois. Mais moi, je l'ai parlé jusqu'à l'armée. Hein. Ouais. Mais après... non, ça c'est, on a évité quand même au maximum, mais on écorche encore des mots, c'est certain. Ça nous donne un accent hein, en plus, hein, dans les mots. Quand vous dites pourquoi vous l'avez évité, parce que c'était un signe d'être arriéré ou c'était quoi là? Il y avait un petit peu ça. On se faisait remarquer après de plus en plus, parce qu'on était quand même de moins en moins nombreux à parler le patois. Surtout, je pense que dans les fermes, c'était plus dans les fermes, dans les bourgs déjà, je dis dans les bourgs, je parle de Courlaye et moi, ça parlait déjà plus, normalement, un petit peu plus. Un peu plus. Un peu plus, un peu plus. Dépendait des milieux. Vous disiez tout à l'heure, quand il parle patois, on me met de bonne humeur. On vous met de bonne humeur. J'aime bien parler patois, de temps en temps. On me met de bonne humeur. Et pourquoi que vous vous mettez de bonne humeur? Qu'est-ce que vous faites? On me met de bonne humeur. Oui. Je suis content. Vous avez plaisir. Vous avez plaisir à vous faire. Ouais. Comme si on remontait. Est-ce que un rapport à. Vous dites. Parce que vous avez manqué de parler de patois dans votre vie? Non? Peut-être à l'école. C'était une langue de l'enfance en tout cas. Ouais. Enfin, quelque chose qui rend. On fait partie de la génération qui a été prise en charge par les instituts et puis tu pouvais plus parler patois. Voilà. Mais j'ai parlé patois avec mes parents, oui. J'étais dans la ferme jusqu'à 18 ans, mes parents parlaient patois, je parlais patois à la maison, mais c'est tout. Et encore, ma mère faisait la chasse quand même. Eh ben, c'est toujours les femmes. Jamais de l'eau dans mon tonneau. Je voudrais que les demoiselles, les fillettes et les garçons, viendraient tous autour de moi, autour de ma bouteille. Et oh, 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 jamais de l'eau dedans.
lapins et les perdreaux, les lapins et les perdreaux n'auraient jamais d'autre abri que celle de ma carcasse. Eh oh, 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 jamais de l'eau dedans mon verre. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. C'est le vrai Yannick Jolin. Voilà. C'est le vrai Yannick Jolin. Il ressemble un peu. Enchanté. Enchanté. On t'attendait par là, puis t'arrives par là. Bravo. Donc c'est bien le vrai alors. Il voulait juste vous dire un petit peu le contexte de voyage, parce qu'il trouve ça formidable que vous soyez rapiloté sans savoir trop ce qui se passait. Vous êtes venu juste pour une rencontre. Et en fait, lundi passé, nous avons commencé une espèce une traversée avec Bruno qui s'occupe qui est avec les drôles là-bas, qui a un âne et un cheval, qui est un passionné de randonnée comme ça. Puis moi, il y avait envie depuis quelque temps de traverser la Vendée de mon village natal jusqu'à Pugnac. Au niveau de la langue, au niveau de patois, est-ce que je parle encore un peu là? Oui. Oh là là. Ah oui. Donc pour vous, c'est une chose dont on pensait, mais qu'il faut conserver comme on fait un musée, quoi. Non, pas un musée, mais ça fait partie, on va dire, de la tradition familiale. Mais est-ce que toi, tu as conscience que c'est une richesse, c'est un patrimoine et que tu as envie de le transmettre à tes enfants? Ben oui, mais eux... C'est leur mère. You know, tonight we speak more about dialect, about the old dialect of Poitou. Of preserving it? Yes. It is very important to preserve things such as dialect. Lui, c'est Alain Larrivée, musicien, chanteur, mais d'abord berger, dans son estive du Béarn. Il a un rêve fou, il veut faire de la musique, mais chez les paysans, on se fait pas. La terre ne ment pas, mais des fois, elle fait attendre. Et puis, le catastrophe, le papa qui meurt, lui qui reprend la ferme avec sa mère, la cabane tombe sur le chien, 36 métiers, 36 mésières, le rêve attendra. Puis un jour, il part, pour aller s'éblouir d'ailleurs. Sur les routes de son rêve à lui, il va apprendre les musiques du monde en Afrique, en Asie, en Orient. Lui, le berger, il s'en va chercher son nouveau troupeau. Mama, Karina, Africana Sokoli, Arenata, Maria Matinako, Mama. Qu'est-ce qui rend nos routes si torses? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se retourne et on regarde le chemin parcouru en se disant mais comment ça se fait qu'on a mis tellement de temps, qu'on a fait tellement de tours et de détours de Virkoué? Qu'est-ce qui fait qu'on met tellement de temps pour revenir à soi? Et lui, alors qu'il est sur les routes de son rêve, il traîne sa mélancolie, sa tristesse, comme s'il n'arrivait pas à trouver le sens, comme s'il arrivait juste à trouver des brebis éparses. Puis c'est des années plus tard, quand il revient sur sa terre, quand il reprend la langue qu'il avait voulu effacer de sa mémoire, qu'il reprend cette ruralité, cette estive qu'il avait voulu cacher de tous, ce jour-là, il reprend, il rassemble son troupeau, comme dans l'histoire de cet homme, parti si loin chercher le trésor qu'il va trouver sous le seuil de sa maison. Quand on aime, il faut partir. Quand on vit dans un pays où la transmission ne se fait plus. Quand on vit dans un pays dominé où plus personne ne se rend compte de cela. Alors il faut partir. Pour pouvoir regarder de côté, de travers, de traviole, les traces de son chariot d'enfance. Pour être capable un jour de revenir. Pour faire de nouveaux chemins. Tracer de nouvelles voies. J'ai une femme qui est là, qui parle en anglais, qui est d'Australie. Elle était en train de me dire que justement,
l'affaire peut-être la plus importante aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus normalisé et mondialisé, était de garder sa différence, était de garder les choses qui faisant qu'on est capable justement de regarder le monde différemment. Et ça, on fait partie de la langue, on fait partie d'une manière de pouvoir dire le monde autrement, de pouvoir regarder le monde autrement. Parce que quand on a perdu notre langue, quand on a perdu le patois, on n'a pas perdu que des mots, on a perdu aussi une culture. Moi, pour moi, la langue est un outil de résistance. Il le parle dans tous les endroits. Il n'y a que les gens de Poitou qui se disent mais comment est-ce qu'on peut intéresser nos gens à l'extérieur quand on mène ton patois à Lille ou à Marseille ou à Paris? Là, ils n'ont pas de comprendre. Ils n'ont tellement pas confiance qu'on peut avoir une valeur universelle. Mais n'importe quelle langue du monde, si elle est bien utilisée, elle peut servir pour dire des affaires, pour parler de la philosophie du monde entier. En Vendée, Forêt de Secondini et Berlandine. Pas pressé de finir. Non. Voilà deux mondes qui marchent avec nous. On est arrivé d'autres fois et il a aimé ça, le partage. Ces marches en débadigoulant. Mais je crois avoir joui à plein de mes solitudes, à regarder les soulades bêtes cavalant dans les champs, senti l'eau dure d'eau métive Porto, manger d'eau prune, d'eau miaulée, d'eau mûre, et marcher dans les charaos, des chemins creux remplis de fantômes, de fragounettes et de falives érondes. Et me suis senti d'épave, en liberté. La charrette Queen, de Macre nous arrête, on dételle, tire, pousse, hanche, un rein nous occupe. Les aborigènes d'Australie passent leur temps à marcher sur les chemins en chantant ce qu'ils nomment l'empreinte des ancêtres. Ils le font pour une raison importante. Sans cela, le monde disparaîtrait. Tout pays dont on ne sait plus raconter l'histoire, dire le nom des plantes, disparaît. Comme Lola en Australie, Chola aussi, les pistes sont nombreuses. La mienne, elle est pleine de fermes disparues, d'odeurs de paille, de bruits de tracteurs, d'odeurs rassurantes d'étables. Bref, le paradis d'enfance à jamais avalé par le temps. Je vais arriver à Pougnérisson, dans ce nombril des histoires, une autre source pour irriguer d'autres champs. Je comprends aujourd'hui que je suis un paysan pour toujours. J'ai pris la suite de mon père, de ma mère, d'une autre façon. Je porte leur héritage magnifique, leur seul trésor, une façon de voir le monde. Un jardin de mots, arroagé, rapiloté au fil des générations. Des mots arrivés au fil de l'onde à caroler sur les différentes branches de la famille. Un jardin de semences anciennes, un patrimoine précieux de l'humanité. Parler une langue, oui, mais avec qui? Parce que moi, je vois se profiler avec terreur le moment où mes parents vieillissants, je serai le dernier à voir briller dans le noir les mots que nous avons partagés pendant tellement d'années. Un trésor, le plus beau trésor pour moi, de ces gens qui n'ont jamais rien possédé d'autre que l'amour du travail bien fait, leur communauté, et cette langue mal jardinée. Maman, il veut pas qu'on me coupe de ta maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe ta langue, maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe de ta maman.
Maman, il veut pas qu'on me coupe ta langue, maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe de ta maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe ta langue, maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe de ta maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe ta langue, maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe de ta maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe ta langue, maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe de toi, maman. Maman, il veut pas qu'on me coupe ta langue, maman.